Je m'appelle Pascal Arbez-Nicolas, plus connu sous le nom de Vitalik, membre de Compromat et patron des labels Citizen Records et Clivage Records. Je peux commencer un morceau depuis n'importe quel élément. Assez souvent, j'ai quand même une idée. Je fais des sortes de petits sketchs dans une boîte à sketch de mon ordinateur. Ça peut venir d'un mot. Par exemple, mon morceau Stamina, le premier truc, c'était Stamina. Donc, ça peut être même un mot. Je fais rarement les morceaux en une seule fois, par contre. C'est souvent, ça passe par la boîte à sketch. Ensuite, c'est posé et puis j'y retourne plus tard ou pas. Mais très souvent, il y a un processus qui peut être long et qui peut même durer sur des années. C'est le cas de, par exemple, My Friend Dario. C'est un morceau qui m'a demandé pas un an de travail de bout en bout, mais 2 semaines ici, 3 jours là. My friend Dario has a super mega car, drives too fast, drives too flash, annoys the wheels, make voice. Comme souvent, j'essaie de chercher des techniques que je connais pas. Il y a aussi un temps de... Alors peut-être que ça va changer avec l'intelligence artificielle et tout ça. J'ai du plaisir à chercher des techniques. Il y a des trucs que je connais pas et j'ai très peu recours au sample. Le chemin est presque aussi important que la destination, finalement. Moi, j'aime bien être dans mon studio, j'aime bien être avec les machines, être dans ma bulle. Bon, ça, c'est valable pour Vitalik, c'est pas valable sur Compromat. Compromat, on essaye de... Quand je suis avec Julia, on fait des échanges de sessions, et un ping-pong comme ça, et puis pas beaucoup, 3 ou 4 ping-pong. On se voit une fois dans mon studio, on refait quelques ping-pong, 2, 3, et on se revoit une deuxième fois et le morceau est terminé. On n'a pas de tunnel. Comme on est 2, sur Vitalik, je me tunnelise pas mal. Donc, quand je travaille sur Vitalik, je peux vraiment perdre un temps de dingue sur un clap ou une snare. Ça m'arrive de partir d'un son, oui, parce que quand je programme et tout, ça m'arrive de partir avec un son quand c'est moments où j'ai pas de destination précise et où je m'amuse avec les modulaires et tout ça. C'est souvent là, c'est l'accès direct, c'est quelque chose de un peu se laisser aller, se perdre un peu dans les modules. Ça donne souvent lieu à des débuts de son, des débuts de morceaux. Je dis que souvent, tous tes sons sont un petit peu faux ou à côté. On peut juger que c'est un genre de quête permanente de l'imperfection. Est-ce que ça t'apporte personnellement quelque chose sur le plan émotionnel et sur le plan esthétique? Émotionnellement, dans la musique, je peux aimer la perfection et en même temps aimer les trucs à côté. J'aime beaucoup, par exemple, dans les batteurs, les flaps, j'aime bien les notes qui sonnent faux, les chants qui sont un petit peu à côté. C'est un ensemble de choses. C'est pas la recherche absolue des choses à côté dans mon esthétique, mais c'est vrai que quand je fais moi de la musique, j'ai tendance à aller instinctivement à faire des sons instables, à faire des rythmiques qui sont pas tout à fait droites. Quand j'ai commencé au tout début sur d'autres projets comme Dima, c'était pas du tout quelque chose que je recherchais. Je faisais au contraire la techno très froide, très sans groove, très droite. Et quand j'ai commencé mon projet Vitalik, c'est là où je me rappelle très bien la première fois où je me suis dit je vais créer des erreurs comme des erreurs humaines dans cette musique électronique, introduire comme si le batteur faisait des erreurs, comme si les machines étaient dysfonctionnelles. Donc, la première fois que je l'ai fait, c'était intentionnel. Et ensuite, je l'ai fait sur tout le EP qui s'appelle Pony sur Gigolo. Et puis, ensuite, c'est devenu ma signature. Et quand je réécoute les morceaux d'il y a 20 ans, il y a énormément... C'est très exagéré. Ça fait le charme. Maintenant, c'est un petit peu même marrant, mais c'était très, très exagéré. C'était fait exprès. Je cherchais à reproduire des choses qui me plaisaient dans la musique des autres. J'étais fasciné par un petit flap de snare dans un morceau de Giorgio Moroder. C'est des micro-détails qui, à force de connaître les morceaux par cœur, de les réécouter, de découvrir des choses,
les choses que je découvrais étaient souvent des erreurs. Et donc, je me suis attaché à ces erreurs que j'ai ensuite reproduites dans mes morceaux. C'est une démarche. Après, déjà, je ne m'en étais pas rendu compte avant qu'on en parle. Et puis, c'est un automatisme. Après, bizarrement, quand j'écoute des petits sons de basse chez les autres, des petits sons de basse tout simples, je trouve ça cool d'arriver à faire des morceaux avec des petits sons de basse tout simples. Mais moi, quand je me retrouve en studio, c'est vrai que et je rajoute un truc qui fait une note et une disto et tout ça. Et quand j'empile, après, on arrive à des sons avec plein d'harmonies. Je pense que j'ai un goût pour les sons, les mélodies. Quand c'est complexe, je pense que si je m'ennuie, je pense si je fais la musique sans faire ça. Et moi, je m'ennuie quand j'écoute de la musique qui n'a pas ça. Est-ce que tu penses, tu l'as dit toi-même, si tu changes d'écoute, tu passes au casque et t'entends plus les mêmes notes. Ouais, c'est vrai que suivant mon état même de fatigue parfois, dans la même session, euh, euh, ça influe sur le morceau aussi. Donc du coup, ça peut orienter suivant le moment où je suis dans l'écriture, ça peut orienter l'écriture du morceau. Il m'arrive aussi, par exemple, de faire des modifications pendant le live, pendant les balances, pendant que tout le monde installe et tout. Je fais mes petites modifs, des petites progressions pas à pas comme ça. Et ça n'a rien à voir quand je suis chez moi et même c'est plus du tout pareil. Ça change complètement. Ouais. Et ça te pose aucun souci que ça change complètement, au contraire, apparemment. Ça me pose pas de soucis. Non, c'est une habitude. Hein, ça fait 25 ans, donc j'ai l'habitude de composer comme ça. Le cube de Necker peut être une bonne représentation de ce qui se passe avec mes dissonances et mes harmoniques. Oui. Donc si on va par là, imagine que tu as une boucle que tu répètes, je sais pas, 32 fois dans un morceau. Au fur et à mesure de son évolution, l'auditeur va l'entendre différemment et ça va la rendre plus riche. Si on écoute la même boucle, je ne sais pas si ça a un effet comme ça où on perd vraiment sa fondamentale. Je pense que c'est l'assemblage de tous les sons entre eux qui font douter de la note fondamentale. Je pense que suivant, quand on rajoute les éléments, on entend, ça fait ressortir d'autres notes dans les notes. C'est le fait de rajouter des leads, le fait de rajouter des nappes, qui eux-mêmes souvent sont déjà un petit peu out of tune, qui fait que on entend la basse différemment. Je pense que mes techniques d'écriture, l'impermanence, l'instabilité, les choses qui sonnent faux, les histoires de fondamentales, c'est pas quelque chose que les gens perçoivent. En mettant 6 mois en le faisant, j'avais pas vraiment les mots. Je pense que les gens ont encore moins les mots à poser sur ces techniques-là. Il faut un petit choc pour trier plusieurs écoutes pour trier ce qu'on vient de découvrir. Et dans ce que je fais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. C'est une perception globale qui fait l'impression globale. C'est valable en musique. Je pense que c'est aussi valable en cinéma. C'est à peu près valable même en cuisine. On comprend pas tout, tous les goûts, tous les saveurs. Et pourtant, il y a quelque chose qui a une émotion qui se crée ou pas. Et en musique, c'est pareil. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait quelque chose dont tu t'étais pas aperçu avant nos conversations. Je crois que c'était la fondamentale qui disparaissait ou quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux élaborer sur ce point? De la façon dont je fais la musique, il y a des choses qui sont conscientes, évidemment. J'en ai parlé la première fois que j'ai voulu introduire des erreurs rythmiques, c'était une volonté. La façon de reproduire les sons qui sonnent faux, comme le disque Jean-Michel Jarre aussi. Mais avec nos entretiens, j'ai mis des mots dessus. C'est un peu comme une thérapie où on sait quelles sont les choses, des sensations, mais on ressent, mais on sait quand on met des mots. On arrive à exprimer. Donc c'est qu'avec les entretiens, c'était ce que je ressentais. On peut le mettre sur du papier avec des mots et ça change tout en fait. C'est conscient, c'est pleinement conscient. C'est utile pour moi. C'est toujours utile de savoir des choses sur soi-même, surtout en tant qu'être humain, mais en tant que musicien aussi.
Surtout que comme j'ai développé mon vocabulaire musical, c'est bien de pouvoir mettre des mots dessus plutôt des sensations, en plus des sensations. J'ai compris aussi quel était, en me penchant sur le processus de fabrication du son, j'ai compris d'où ça venait. C'est-à-dire que tout a une note, mes réverbes ont des notes, les résonances des filtres, tout ça, ça fait des notes sur des notes sur des notes sur des notes, et j'ai compris le chemin, en fait. Comment j'arrivais à ce résultat, ce que je faisais instinctivement. Maintenant, j'ai compris comment. Bon, on me donnait n'importe quelle synthé, j'arrivais à un résultat similaire, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai appris à programmer. Et j'ai appris à programmer à un moment où les synthés n'avaient pas de preset. Donc les MS-20, tous les trucs comme ça, les Juno, et je savais pas ce que ça voulait dire, ni LFO, ni rien. Donc j'ai appris à programmer à l'aveugle, et c'est tout ce chemin-là qui fait que j'ai développé ma propre façon de programmer. Quand je commence à mettre mes réverbes avec des notes et tout, maintenant, ça me donne un sourire parce que je sais ce que je suis en train de faire. C'est une séance, ça a été des séances de thérapie, d'analyse, ouais. D'ailleurs, thérapie, l'autre mot, c'est analyse. Il y a une petite inquiétude qu'on avait, enfin c'est pas une vraie inquiétude, mais toutes ces approches analytiques, c'est sympa, mais on espérait comment dire, que si on démystifie, ça gâche rien, quoi. Je ne sais pas si c'est démystifié, parce que je pense qu'il y a, des fois ça m'arrive je trouve une recette d'un grand chef sur Internet, Cyril Lignac ou quoi. J'arrive à faire des trucs sympas, mais je pense que c'est très loin de Cyril, qui a développé son truc pendant des années et des années et des années. Donc, je peux m'approcher du style Cyril Lignac, mais ou d'un autre chef, ou peu importe, ou même je fais souvent des métaphores culinaires. Finalement, une sauce tomate, c'est tout le temps les mêmes 6-7 éléments, mais si on donne les mêmes éléments à tout le monde, à 10 personnes, on aura 10 sauces tomates différentes. Et même si on connaît le processus de la fabrication de sauce tomate, il n'y en a pas une qui sera pareille. Je pense que ça démystifie la technique, mais que derrière la technique, encore pour l'instant, c'est des humains. Après, sur l'intelligence artificielle, je suis impatient de voir ça, en fait. Si on dit Vitalik-like, ce qui ressort du truc, ouais, j'aimerais voir. Ouais. Normalement, les musiciens dont la musique est analysée, c'est quand ils sont morts. Ouais. Voilà. Et alors, t'es pas mort. Qu'est-ce que ça te fait? Le fait d'être analysé de mon vivant, déjà, ça a été très utile pour moi. Je vais pas m'en vanter, mais c'est vrai que ça peut m'arriver de lâcher dans la conversation avec Julia, par exemple. Mais on a eu déjà, Julia a eu des étudiants aussi qui ont étudié, qui ont fait des thèses. C'est forcément gratifiant qu'on se penche sur notre façon de faire la musique. Ouais. Alors déjà, pour reproduire mon style, ou de manière générale dans la musique, il n'y a pas besoin de technologie pour être. Je m'inspire moi d'autres personnes, d'autres musiciens s'inspirent de moi. Si une technologie le fait, ça faciliterait les choses, mais finalement c'est qu'un moyen. C'est pas. J'ai encore confiance en la créativité. J'en sais rien. Des fois, ça peut être. Je dis pas que les intelligences ne sont pas créatives, mais je peux bouger. Mon projet Vitalik ou un autre projet peut devenir quelque chose de complètement différent du jour au lendemain. Ça, c'est ma liberté. Si des technologies pouvaient faire ça, elles peuvent pas anticiper un changement, elles peuvent pas anticiper un nouveau discours, un nouveau vocabulaire musical finalement. Peut-être une partie, j'en sais rien parce que je ne vois pas dans le futur, peut-être qu'on va les utiliser pour créer la musique au kilomètre pour mettre sur les plateformes, ce qui existe déjà de toute façon depuis un certain temps. Je le vois plutôt comme une aide à la créativité finalement. On a eu très peur, moi j'étais pas là, j'étais gamin, mais apparemment quand le sample est arrivé, ça a fait flipper les musiciens, on n'a plus besoin de nous si on veut. Et finalement, il y a encore des batteurs, il y a encore des violonistes, il y a encore il n'y a pas eu d'extinction de type de musicien. Et évidemment, on s'est servi des sampleurs pour aller vers quelque chose d'autre, finalement. En fait, finalement, rien que les deux mots intelligence artificielle, ça fait un peu flipper.
Il y a un truc un peu angoissant, finalement, dans l'association de ces deux mots. Moi, je vois ça plutôt comme une aide à la créativité. Et je pense aussi que je ne suis pas le seul à trouver que le chemin de l'écriture, le temps passé à écrire, il est hyper intéressant. Il y a une bonne partie du plaisir qui se trouve là. Je pense qu'il y a toujours des gens qui ont envie de créer. Si le deep learning permet de projeter directement sans faire d'accident, je pense qu'il y a des gens qui voudront toujours faire des accidents. Et puis peut-être qu'on peut projeter quelque chose avec le deep learning et puis rajouter des accidents. Pour l'instant, l'accident n'est pas quelque chose de très recherché. C'est vrai qu'on cherche les choses très produites, très lisses. C'est pas à la mode, mais les modes, ça change. Donc c'est par essence. Je suis ma machine à accident. Je suppose que le rêve ultime en termes de technologie qui n'existe pas encore, c'est d'imaginer quelque chose dans sa tête qui ressorte automatiquement en une création qui existe, qui jaillisse comme ça par la technologie directement de ta tête, avec parce que c'est ce qu'on essaie de faire. Quand on fait de la musique, on a quelque chose en tête et on essaye de s'approcher le plus possible de ce qu'on a en tête. Pour moi, le truc ultime, c'était le destémage. Quand j'ai commencé la musique dans les années 90, j'avais lu qu'un jour, on pourrait séparer les différentes pièces des morceaux. Et c'était en 95, ça. Et je trouvais l'idée complètement dingue. Et en fait, je l'ai vécu de mon vivant. Donc, je trouve que c'est complètement dingue. Donc, pareil, c'est quelque chose qui me sert finalement à faire revivre mes anciens morceaux que je veux retravailler en live, qui n'existent pas, qui n'existent qu'en master, en fait. Donc, je peux refaire des remixes, des auto-remixes de moi-même. C'est l'usage un peu sampler, un nouveau sampler, en fait, que je trouve, c'est un méga sampler. Et ça, c'est un truc l'idée me fascinait quand j'étais ado, et là que ça existe, je trouve ça vraiment dingue. J'ai 2 casquettes et que je différencie, un peu comme le fond et la forme. Il y a le producteur et il y a l'écrivain, en gros. Et un producteur pur, ce que je ne suis pas, mais ce que je suis à 50%, il peut faire n'importe quoi et ça ne le dérange pas de faire un jour produire une chanteuse folklorique de je ne sais pas quel pays et puis un truc de art techno. Il est producteur, il connaît les techniques et lui, le fond, ça ne l'intéresse pas. Et moi, je suis producteur, j'adore ça, tout ça, mais je ne peux pas me contenter de ça. Il faut que je sois en phase avec ce que je raconte, avec l'énergie du morceau, avec l'intention du morceau. Évidemment, comme tout le monde, j'ai essayé de mentir un peu, ou de me mentir, ou de mentir aux autres, et ça se sent tout de suite, en fait. J'arrive pas à un producteur et ça se sent pas. Parce que c'est son métier, parce qu'il est bon en ça. Moi, j'ai abandonné cette idée d'être producteur, juste producteur. J'ai essayé pour d'autres et tout ça. Et en fait, ça marche pas pour moi. Ça marche. Je connais aussi Alf, par exemple, qui a mixé 2 de mes albums, qui est un excellent ingénieur son. Il a des partis pris en tant qu'ingé son. Il y a des choses qu'il va refuser de faire. On arrive complètement à modifier un morceau avec des partis pris, justement. Et ça oriente complètement le truc. Et donc, c'est pas même... pour parler d'intelligence artificielle, on peut reproduire des trucs, on peut reproduire des sons, des empreintes sonores. Par contre, il y a des partis pris, c'est un musicien qui fait ça. Et même jusqu'au mastering, c'est un musicien ou une musicienne qui fait le mastering et ça change le morceau. Je me rappelle que tout a commencé par un email. Je suis venu faire un rendez-vous ici. Donc on s'est rencontrés suite à un rendez-vous ici. Déjà Sony, tu vois, c'est pas rien. Et puis un pôle de recherche, tout ça, c'est forcément intriguant. J'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière. Je suis content d'avoir vu ce qu'il y avait derrière. On est bon ?